Bonjour, c'est Macadébaran, votre serviteur. L'on s'en va écouter une cassette. Mais laquelle? Celle de mon grand-père Guithieu, faite à la Sorbonne le 15 décembre 1992, dans le cadre du cycle Racines et Assises d'un haut lieu, Notre-Dame de Chartres. L'on va découvrir ensemble. Bonne écoute. Merci de votre attention. Le sujet de ce soir s'intègre tout à fait dans le problème de haut lieu, et lorsque nous avons déjà évoqué, nous oblige à réévoquer ce que nous avons développé antérieurement par rapport à la définition du haut lieu, par rapport à ce qui se passe en un point donné de la Terre, en des points différents de la Terre. Nous avons vu qu'en dehors de la question climatologique, les champs de force de la gravitation, du magnétisme, du courant électrotellurique varient considérablement d'un point à un autre et que ces champs se manifestent par des variations et des pulsations qui sont liées au mouvement relatif de la Terre, du Soleil, de la Lune, et à la fois de leur rotation et de leur position géométrique respective. La conséquence de ceci est que nous avons sur toute la surface du globe des lieux, des endroits où il y a comme concentration et émission d'un de ces champs de force, au contraire absorption. Jusqu'ici, nous avions surtout examiné le problème du courant tellurique, le problème du champ magnétique terrestre. On avait parlé de la gravimétrie et je vais montrer deux images qui, pour la surface du globe, ont une certaine importance en regard des formes de l'océan, de la Terre, et on va voir quelle est la relation avec ces champs de force et l'érection d'un monument sacré, ou la relation qui existe entre les différents tenseurs gravimétriques et un point donné qui sera l'émergence d'une force, que nous verrons tout à l'heure. Ici, c'est une carte gravimétrique de la Terre qui montre des points d'absorption et des points d'émission qui sont considérables. Bon, vous reconnaissez ici l'Afrique. Ici, il y a une zone qui, en gravimétrie et en forme réelle, est à plus 68 mètres au-dessus du niveau de l'eau. C'est-à-dire que c'est une vague, c'est une sorte de montagne d'eau qui est à 68 mètres au-dessus du plan zéro. Et ici, vous avez un autre lieu, à la jonction au nord du Valéa, dans les Sargasses, qui est à moins 68 mètres. Ici, vous avez plus 99 mètres. Ici, moins 14 mètres. Là, moins 24 mètres. Là, plus 15 mètres. Là, moins 60 mètres. Ici, moins 18. Et ici, plus 79, etc. Ce qui indique donc que les masses énormes des océans ont en permanence à la fois des creux et des bosses, des ondulations, qui sont liées aux forces d'attraction respectives des trois corps, Soleil, Lune et Terre, puisque la masse de la Terre elle-même a une action sur la nature des océans. Et ceci va avoir une autre conséquence sur les mouvements, là il s'agit de mouvements verticaux, sur les mouvements des plaques et en quelque sorte la stabilité ou non des zones qui nous intéressent. Vous voyez par exemple ici
la position de la France, en ce point-là, est extrêmement privilégiée par rapport à la tectonique générale du globe, puisque la zone, vous avez une sorte de triangle, de point de rebroussement des courbes, qui donne une zone extrêmement calme, et pour ainsi dire, très lointaine de la transcaucasie, des lignes de rupture, des plaques que nous avons à différents points. Ici, on reconnaît l'Amérique du Sud, là vous avez la forme de l'Afrique. Ici, le triangle Assar, où une plaque est en train de se faire, la zone de dislocation du Caucase. Ici, dans l'océan Indien, d'autres zones de dislocation. La ceinture, ici également, d'océan Atlantique, avec la grande fracture de l'océan Atlantique. Et sur toute la surface du globe, si on considère l'Australie ici, il y a des zones dans lesquelles une très grande instabilité se produit. Ce sont les plaques qui bougent à l'heure actuelle. Donc, ceci a énormément d'importance à considérer dans l'érection d'un monument. Il ne suffit pas d'avoir un lieu qui soit un haut lieu au sens de ce qui va se passer ou de ce qui se passerait. Il faut encore que la construction mécaniquement tienne le choc. Et les grands bâtisseurs du Moyen-Âge ont construit, en définitive, sans se soucier de ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle les règles de construction parasismique, ou la législation au Japon, par exemple, qui oblige les constructeurs à mettre en quelque sorte les immeubles sur des rouleaux en système de sustentation, le fait que tous les mouvements du sol verticaux, horizontaux, latéraux sont amortis, et il se passe quelque chose qui fait que lorsque le tremblement de terre, le tsunami se produit, ce tsunami c'est le mouvement japonais, il se trouve qu'il y a une stabilisation qui se produit. Les temples japonais n'ont jamais eu l'importance de nos cathédrales. Ils étaient construits aussi de telle manière qu'ils étaient un peu en règle parasismique. Les constructeurs astucieux, comme les Andins, du Sud, ont construit dans toute la zone de la Cordillère, et dans ces zones-là, où il y a souvent des tremblements de terre, on construit avec des systèmes de blocs qui s'interbriquent les uns dans les autres. Et il y a à Cusco notamment une célèbre pierre qui s'appelle la pierre aux 24 angles, dans laquelle il y a 24 changements de direction et qui compense absolument tous les mouvements avec les autres pierres à côté, grands ou petits. Donc il y a cette notion de stabilité gravimétrique ou de zone sismique équilibrée, qui est le cas un peu qui nous arrange en quelque sorte beaucoup, puisqu'en Europe, particulièrement en France ou même en Allemagne, ou même en Italie ou en Espagne, les plus grandes constructions sont dans cette zone française ou en Allemagne, ou à Milan, le dôme de Milan, serait détruite dans les tremblements de terre depuis longtemps si on était dans une zone sismiquement agitée. Donc, nous avons ce cas de figure. On pourrait penser également à l'Égypte, où ici il y a un phénomène très particulier, c'est-à-dire dans cette zone-là, vous voyez, vous avez une zone qui est relativement stable, mais la masse des pyramides est tellement grande que, à l'heure actuelle, les effondrements qui se sont produits sur Khéops sont davantage dus à la dissolution des couches de gypse qui sont sur le plateau de Gizeh qu'autre chose. Alors maintenant, revenons au problème du lieu, d'un lieu dans lequel il peut se passer quelque chose. Puisque nous avons vu qu'il y a des plaques extrêmement différentes. Au cours des âges géologiques, il y a des formes qui apparaissent sur le sol, à l'intérieur du sol, dans le sous-sol, et ces formes sont appelées la science de la tectonique, liée à la géologie, aux anomalies géologiques qui sont liées avec les grands mouvements tectoniques. Ici, nous avons, pour le sujet de ce soir,
la position de Chartres, et la petite élévation qui correspond au lieu du tertre où se trouve la cathédrale. Mais dans le sous-sol, c'est-à-dire sur des épaisseurs de plusieurs centaines ou de milliers de mètres, on a un phénomène géologique qui est typique dans le bassin parisien, parce que c'est encore compris dans les bords du bassin sud du bassin parisien. Vous avez dit que le bassin parisien est étudié dans le monde entier pour sa forme très particulière et son unité géotectonique. Et ici, dans la plaine chartraine, il y a également une curiosité extraordinaire qui s'appelle les ondulations de la plaine chartraine. Bon, je n'ai pas tout dessiné, en réalité, il faudra en rajouter deux autres. Il y a 7 grandes ondulations, ici je les ai contractées, qui s'étalent pratiquement sur 70 km. Et ces ondulations font que lorsque nous avions évoqué le problème des courants électrotelluriques, ces courants électrotelluriques reçoivent, quand ils se déplacent dans le sous-sol, admettons que ce soit des filets de courant, s'il y a une zone qui est, comme ici, avec un amincissement de la nature des terrains sur ces ondulations, au-dessus on a des calcaires, du sénonien, et en dessous on a d'autres types de calcaires qui sont comme les carrières de source, etc. Ce qui fait qu'on a des formes de densification de courant, et vous voyez qu'ici, le maximum d'accélération du courant électrotellurique va se trouver sur la partie haute du monument. C'est-à-dire que là, on aura des filets de courant très denses, là, ils seront beaucoup plus distendus, là, très denses à nouveau, et ainsi de suite. Si nous regardons en réalité le sens général du courant, en forme électrotellurique, il vient de l'est, et le système tourbillonnaire, si on le voyait de dessus, irait en quelque sorte comme ceci, si on le voyait de dessus, et irait vers l'ouest, pour cette partie de la bouche. Comme il est très complexe de comprendre cette chose-là sur un dessin, on va regarder sur quelques diapositives couleurs comment se comportent les terrains, la forme des terrains, et quelle est en quelque sorte la nature de la densité des énergies qui vont se manifester. Voilà. Peut-être on était un peu plus là-haut, non? Non, c'était bon là. Voilà. Je peux ajuster à la main. Alors ici, il y a des mesures de géophysique qui ont été faites, pas dans Chartres même parce que ce n'était pas possible, mais en raison des constructions, en raison de la nature des dispositifs, et on a, vous voyez, des détails qui vont nous montrer à gauche, ici, un phénomène d'une ondulation du sol, et il y a un horizon, il y a en fait un horizon qui peut être parfaitement suivi avec des phénomènes de dislocation. On comprend que les courants électrotelluriques peuvent, sur cette forme, et dans l'effet de surface, qu'on appelle l'effet de peau, se trouver concentrés en ce point. On va passer à une ligne suivante, à un profil suivant, sur un détail ou sur un sommet. Si vous voulez, on a fait une suite de coupes en 5 plans qui montrent des petites variations le long d'une de ces grandes ondulations, comme ceci. C'est-à-dire, imaginez que ce profil et les profils à côté sont distants de 1 km chacun. Et on voit qu'il y a des toutes petites modifications, mais en général, il y a la forme de ce qu'on pourrait appeler une vague. On va voir sur une vue suivante.
ici, on a essayé de faire les deux éléments, de le reproduire sur l'écran. Là, on a la zone de concentration élevée, et ici, au-dessus, c'est comme si on avait rabattu cette partie-là, et il y a ici comme un chenal. Mais pour l'instant, la nature des signaux traités ne montre pas les densifications particulières en dehors des points rouges, sombres ou bleus, ne montre pas exactement ce qui se passe sur le chenal. C'est un autre traitement qui le permet. La nature du chenal est signifiée ici par les oxydes blancos qui sont à cet endroit-là. On va voir sur une vue suivante. Là, on est en haut du chenal. Et on a des densités de couleurs qui sont différentes, qui montrent en quelque sorte qu'une forte densité est obtenue sur les parties rouges et une densité plus faible sur les parties bleues. On va voir sur la progression suivante. Donc vous voyez, on a différents traitements, différentes échelles de couleurs, qui essaient de rendre compte de ce phénomène d'écrasement là qui est ici, et en quelque sorte du pincement énergétique qui se produit sur le sommet d'une vague, c'est-à-dire de ce qui serait à la verticale de la cathédrale. Voilà, là c'est un autre type de traitement. Il y a 50, 52, 54, et c'est toutes les 2 lignes, donc c'est tous les 2 kilomètres. Ce sont des tranches qui ont été faites et des essais pour rendre compte de la forme que nous avions tout à l'heure dessinée sur le tableau dans ces pincements. On va regarder une vue suivante également. Vous voyez, c'est toujours le même principe. On va passer encore après, encore celle d'après. Alors ici, on a essayé de traiter le découpage du signal et le rabattre pour voir en quelque sorte s'il y a une densification qui se produit, qui est sur les lignes blanches et grises, en quelque sorte du flux d'écoulement du courant. On va voir la prochaine vue. Alors ici, c'est pris de dessus. Vous voyez, la vague fait en quelque sorte ce mouvement-là. Là, on est dans un creux, dans une partie légèrement en creux, avec une remontée en rouge. On va passer celle d'après également. Là, on repart du rouge, on redescend dans le creux. C'est comme ces ondulations. Et celle d'après, on reprend la définition sur ce petit carré ici, qui est retraité là, en coupe, va nous donner, vu de dessus, ce chenal dans lequel il y a une partie haute, et ici, une descente et une remontée. Sur celle-ci, on voit très nettement le problème de la densité progressive des couleurs, c'est-à-dire sur un point haut. Il y a d'ailleurs un endroit, il y a 2 points qui ont été ici forés pour avoir des informations à caractère géologique et de carottes d'imprégnation, puisque le but était de rechercher des hydrocarbures. C'était pas pour faire la prospection sacrée. Donc vous voyez, ceci est très caractéristique quand on reprend l'ancienne vague d'en dessous, et on peut considérer qu'une zone comme celle-ci serait tout à fait similaire à ce qui se passe au top de l'implantation de la cathédrale de Chartres. On va prendre une autre vue en même temps. Voilà, là c'est le chenal en creux. Vous voyez, on a fait un traitement différent, et on retrouve de nouveau après la partie qui était ici, de nouveau l'ondulation descend et remonte vers une autre ondulation, etc. Et ceci sur toute la plaine chartraine, 7 fois de suite, sur une distance de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est la dernière peut-être. Hein. Bon, on va donc revenir. Alors ceci pour nous faire entrevoir, si l'on peut dire, une réalité électrotellurique. Bon, ces formes ont pour conséquence, par le jeu tournant de la Terre et son mouvement autour du Soleil, et par rapport aux émissions du Soleil, ont pour conséquence d'engendrer
courants telluriques, ces courants électrotelluriques qui ont des grands formes, des grands mouvements qui vont plutôt d'est en ouest et qui correspondent à ce qu'on appelle la loi de Lenz. Alors, je vous remontre une fois cette vue que j'ai placée verticalement comme ceci, qui me montre, en fait, le sens de lecture est comme ça. Hein. Mais pour voir ce qui se passe, on le voit mieux comme ceci. On revoit, si vous voulez, la Terre elle-même, qui est le petit disque qui est ici. C'est la Terre qui est ici. Loin de ce côté-là se trouve le Soleil, et ce qu'on appelle le vent solaire qui arrive ici. On a les couches d'F des vents haleine, les couches D, E, F, A, F2, F3 à l'extérieur, face au Soleil, qui sont les boucliers de protection énergétique. Et les courants électrotelluriques sont engendrés par l'ensemble de ces mouvements et par le magnétisme terrestre, et également par le fait que l'atmosphère, ou les zones extrêmement éloignées de la Terre, ont une polarisation électrique qui forme ce bouclier. Or, si nous regardons un petit point quelque part par là, à un moment donné, on aura par exemple l'axe de Chartres, qui va être comme ceci, ou l'axe d'un autre monument comme ça. Ce qui fait que ces phénomènes lointains, qui sont liés au Soleil, à la distribution des énergies par la Lune, dans les rapports de masse, les mouvements lunaires très complexes, y compris les nœuds, et in fine, ce problème touchant les courants électrotelluriques, vont avoir un comportement en regard des formes invisibles qui peut expliquer pourquoi, sur la vue que nous avions vue tout à l'heure, où on avait une densité rouge, il y a émergence d'une énergie, et dans les zones bleues, une absorption. On a donc des phénomènes d'ondulation et de courant et de centralisation qui, alternativement, peuvent se produire. Et le cas de Chartres est tout à fait exceptionnel. Il est exceptionnel à deux titres. C'est que d'une part, il y a cette ondulation régulière qui fait que lorsqu'on agite une corde, dans le problème des nœuds et des ventres, cette corde donne des à-coups. Les enfants tous autrefois ce jeu avec avec la corde à sauter, etc. On voit que si on tire chacun d'un côté, il y a un à-coup. Eh bien, le phénomène de la conséquence de ces formes souterraines fait qu'il y a un à-coup tellurique important, d'importance, qui se produit à la verticale du monument. C'est un constat, c'est une constatation. Il y a une autre chose, c'est qu'en définitive, l'orientation de la cathédrale est, par rapport au nord géographique, non pas autour de 90 degrés plein est, comme beaucoup de monuments religieux qui sont liés au culte de la Vierge ou à d'autres cultes, avec des battements latéraux, mais là, l'écart est énorme puisque, par rapport au nord géographique, l'orientation qui devrait être ici se trouve à 47 degrés. C'est dans une petite chapelle, ça aurait pu être fait par hasard. Là, ça ne l'est pas du tout. Or, cette direction de 47 degrés par rapport au nord correspond exactement au sens des ondulations. C'est comme si les ondulations que j'avais dessinées en dessous se trouvaient recevoir le courant de plein fouet venant du nord-est ou de l'est sur une concentration où on a cet axe 47 degrés. Et c'est assez curieux de voir, si vous voulez, comment il y a une sorte de relation directe entre cette orientation du monument à l'extérieur avec cette corrélation souterraine. C'est un des cas de figure rarissime même dans l'orientation des monuments chrétiens. Et on peut évoquer l'hypothèse de travail sans pouvoir le démontrer bien autrement, qu'il y a certainement une relation entre les deux choses. Maintenant, comment les anciens
ce système d'orientation. Alors là, il faut revenir un petit peu en arrière. Oui, on va regarder celle-ci. Il y a dans les concepts d'implantation des monuments des choses qui sont assez curieuses. Vous voyez, un certain nombre de Notre-Dame en France, et le dessin qui est ici représente la projection de la constellation de la Vierge et sa position actuelle. Bon, donc, si l'on fait tourner sur l'hexagone de la France l'ensemble du système de constellation, on a une étrange corrélation qui est en relation avec la sphère des fixes, c'est-à-dire les étoiles lointaines, alors que nous appartenons à la sphère des mobiles. Ça, c'est une deuxième constatation. Maintenant, prenons le cas dans le cadre de la construction d'un monument, l'érection d'un monument. Quelqu'un a senti que les courants viennent, on ne sait pas comment, mais ça a été senti. Oui, ça c'est une autre disposition de Chartres par rapport, en détail, par rapport à Notre-Dame, dans le sens dit héliaque de tout à l'heure. On a la constellation qui est au-dessus, et c'est comme s'il y avait une contraction de l'obliquité qui donne des rapports de proportion. Vous voyez, un petit peu comme si la constellation d'en haut avait été projetée légèrement en oblique. Mais les rapports de proportion sont tout à fait similaires. Alors maintenant, voyons, reprenons un autre aspect, un aspect d'observation et de ressenti tel qu'il peut se présenter lorsque l'homme est dans la nature. L'une des caractéristiques de l'être humain, en regard de son pôle de conscience, est cette position unique dans le monde animal qui est la verticalité. Cette verticalité fait que toute personne a, sur Terre, un axe. Et cet axe, par rapport à l'axe de rotation de la Terre, à l'axe de rotation du Soleil, à l'axe de rotation de la Lune, au plan de l'écliptique, a lui-même une certaine inclinaison. Il est tout à fait étonnant que les gens qui font de l'astrologie n'aient pas tenu compte de cette importance, en quelque sorte, par rapport au champ cosmique, de l'obliquité de tout être qui se tient verticalement sur la Terre par rapport à ce champ de force. Et ceci a une grosse importance puisque, au point de vue climatologique, il fait froid au pôle, il fait chaud à l'équateur, parce que justement, le problème de l'inclinaison des rayons n'est pas du tout le même. Donc nous recevons des influences cosmiques extrêmement différentes, et la première chose que tente de faire l'homme qui se met verticalement, c'est d'essayer de comprendre, par sa conscience, s'il y a la notion du sensible, du suprasensible et des hiérarchies qui est en lui. Eh bien, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est qu'il y aura, à un moment donné, l'idée de prendre des repères. Ces repères, justement, les images que nous avons vues en son, sont des repères célestes. Mais un autre repère, c'est ceux du point où il se trouve. Et que se passe-t-il où il se trouve, sinon quelque chose qui se passe en lui-même? Et la notion du sacré est bien en lui-même. La notion de la quête est bien en lui-même, dans cette prise de conscience de la verticalité. Et s'il fait un lieu de culte, affinant sa sensibilité intérieure et extérieure, il va d'abord sur cet axe vertical, sur cette verticalité du point où il se trouve,
maintenue dans cette verticalité par le champ gravifique que nous venons d'entreapercevoir sur toute la Terre, au même titre que les monuments, eh bien, quand il fait cette prise de conscience, il va se repérer sur l'horizon. Son premier repère, c'est l'horizon, puisqu'il se tient debout. Donc pour le marin, c'est le niveau de l'eau, c'est l'horizon stellaire, l'horizon de la sphère des mobiles, l'horizon de la sphère des fixes, qui eux sont tous mobiles, puisque la Terre tourne sans arrêt. Et par rapport à cet horizon, il constate que le Soleil, la Lune font des arcs, toujours dans le même sens, dans un hémisphère et dans l'autre, inversés par rapport au nord ou au sud. Ici, nous voyons toujours le Soleil vers le sud. Dans l'hémisphère autre, il est toujours vers le nord. Et toutes ces conséquences, en passant par l'équateur, où il passe à la verticale. Et toutes ces conséquences font qu'il va prendre des repères par rapport à l'horizon, qui est un repère de verticalité par rapport à son axe. Et la première projection de cette verticalité sera liée à une ombre. L'ombre de la lumière portée, qui est un peu l'image, pour lui, de l'ombre des radiations reçues. Ce qui donnerait une autre tonalité, si on le prenait comme ça, d'ailleurs au niveau cellulaire c'est comme ça que ça se passe, donnerait une autre tonalité dans le cadre des concepts de l'influence de l'astrologie sur l'individu. Et là, on est dans le cadre d'une construction. Il y a ici un document qui a été transmis oralement et qui commence ici. C'est la science du tracé. Et il est donc vrai que cette science sacrée, qui a un nom d'art géomantique et en même temps géométrique, a pour but de reconnaître la topographie secrète de tout emplacement homologue au centre du monde sur lequel sera érigé le pilier de référence. Et la construction, pour ceux qui s'y intéressent de près, vous devriez l'apprendre, parce qu'elle va déterminer ce fameux axe nord-sud, l'axe est-ouest de l'horizon et des phénomènes électrotelluriques, l'axe nord-sud du méridien magnétique et la quadrature rituelle d'emplacement de la première pierre qui va donner 3 axes et qui va asseoir la gravimétrie. Comme ceci, vous voyez la relation qui peut exister entre les champs de force et l'érection du monument et son orientation. Alors bon, il y a un détail qui est relié au pontifical romain par rapport à l'évêque, qui en quelque sorte donne des instructions pour que le tracé soit fait. Et ceci vous montre comment la verticalité de l'individu et la verticalité du monument doivent être considérées, et en même temps la forme du monument qui va donner la récupération des systèmes d'énergie par des inductions successives. Induction électrotellurique, induction magnétique et induction de la marée gravimétrique. Car le phénomène gravimétrique a ceci de particulier, c'est qu'il y a une marée aqueuse, une marée terrestre, et dans l'ensemble des phénomènes extrêmement complexes du mouvement lunaire, des quantités d'interactions. Interactions subtiles, interactions, on pourrait dire, ou relations entre l'ensemble des cellules vivantes de l'individu, son arbre nerveux, le tissu que représente son sang, et le tissu de toutes ces cellules, et en même temps la nature des signaux que reçoivent ces cellules. Nature des signaux qui va agir dans le plus petit de nous-mêmes sur chacune des cellules, c'est-à-dire sur l'ADN, sur l'acide désoxyribonucléique, sur ce qu'on appelle les paires de base, adénine, thymine, guanine, cytosine, de cet ADN, et les signaux de l'environnement sont bien là, orientés, et
et non plus dans un système de chaos. Les trois champs de force fondamentaux, vous les retrouvez ici. Voyez comment cette relation s'établit à partir du moment où l'être sensible a découvert le lieu, soit d'émission, soit d'absorption, ou en tout cas de localisation du phénomène des champs de force. Voilà donc cette première partie en présentation du début du tracé du pilier. Je ne sais pas, peut-être on va en venir au monument lui-même, et après on verra le tracé du monument. Oui, on va poster quelques diapos une série de diapos représentant la cathédrale elle-même. Oui, ça c'est la diapo numéro 1. Donc, Chartres, bien sûr, au milieu de son environnement. On voit la croix faite par l'intersection, bien sûr, de la nef et du transept. À droite se trouve la flèche sud. À gauche, la flèche nord. La flèche sud, c'est la plus ancienne, 12e siècle. Celle du nord date du 16e. Voilà la façade. Alors c'est la façade ouest, la façade d'entrée, avec un rose ouest. Ah, c'est ça qui fait ombre. Hein. On se trouve devant l'ange qui tient l'ange du temps, qui se trouve au pied du pilier sud, le plus ancien. On va tourner autour. Là, on voit l'âne qui joue de l'instrument. C'est une lyre à 9 cordes. L'âne, c'est un animal compagnonique et il indique beaucoup de choses. L'âne, enfin, il y a eu la fuite en Égypte grâce à l'âne. L'âne porte sur le dos une croix. L'âne représente aussi le compagnon qui doit faire. Là, c'est la face sud. C'est l'endroit du clocher qui paraît être le plus beau, moi qui me paraît être le plus beau, celui du XIe siècle, avec les contreforts. Et en haut, de l'autre côté, le clocher du XVIe. Ouais, suivante. Alors, on est au pied du clocher du XVIe, mais c'est une partie ici ancienne. Le clocher est plus haut, bien sûr. On fait le tour. Alors, on voit les arcs boutants. Donc, les forces qui sont reprises par les arcs boutants et qui permettent d'évider les murs pour que la cathédrale puisse recevoir le maximum de lumière à travers ses vitraux. Alors, il faisait sombre, j'ai pas eu le temps, c'est l'horloge. Très sombre aussi, donc on passe. Là, c'est l'intérieur, donc on voit le vaisseau. C'est 37 mètres de haut. C'est la vue vers le chœur. Et on voit les croisées d'ogives.
et les retombées sur les piliers. Ouais, photo suivante. Là, c'est la nef, côté nord. Et là, on donne donc sur l'ouest, avec les piliers, puis la très grande hauteur, avec les belles couleurs des vitraux. Là, c'est la vue donc sur l'ouest à partir du chœur, en intersection avec le transept à cet endroit-là. Le labyrinthe se trouve à peu près par là. Et on a le rose du transept. Là, donc, c'est le principe des voûtes. On verra tout à l'heure sur les plans combien il y en a. Alors là, c'est le portail d'entrée actuel. Ça, c'est le portail de la Vierge qui se trouve de l'autre côté par rapport au portail d'entrée. Puis après, on a le portail central. Ah non, ça c'est parallèlement, donc c'est le premier portail des personnages. Alors je ne sais pas les noms de ces personnages. Peut-être que quelqu'un le sait, s'il y a quelqu'un qui connaît bien ça, moi je ne connais pas. En haut, on est toujours sur le portail d'entrée, et en haut se trouvent les Gémeaux. D'aucuns disent que ce sont les Templiers, vous voyez, ils sont en partie haute, là, au-dessus du linteau, en partie haute. En dessous, il y a les Poissons, et au-dessus se trouvent les Gémeaux. Alors que les parties du zodiaque se trouvent sur l'autre porte. Et là, c'est un peu, je crois, c'est Marie, puisque c'est la Lune. C'est la porte de la Lune, hein, ici. Donc, c'est la vie de Marie. Donc là, sur les personnages, je ne sais plus qui c'est ça. J'avais vu ça, enfin, on ne me rappelle plus. Salomon et la reine de Saba, oui. Alors Salomon, c'est lequel? C'est celui de droite? C'est celui de droite qui tient le livre ouvert. Oui, et la reine de Saba, elle est à gauche, donc. L'autre, c'est... Oui. Alors là, c'est le portail central avec les animaux des 4 évangélistes, Christ, et les 12 apôtres qui sont partis du linteau. Et sur le côté, ce sont des prophètes, je crois. Hein? Là se retrouvent les 24 vieillards, vous voyez, en partie du tympan, jouant chacun d'un instrument. Ah, les 24, les 12 apôtres, je crois qu'il y en a peut-être un de plus, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ils sont 14, oui. Et je ne sais plus pourquoi, on vous avait dit qu'il y en avait plus d'eux. Hein? Il y a Élie et il y a 2 rois en plus, oui, et c'est pour indiquer qu'en fait les apôtres se perpétuent toujours. Hein? C'était quelque chose pour aller au-delà du nombre 12. Alors là, on est sur le côté, et ce sont des prophètes aussi, je crois, alors lesquels je ne sais trop pas. Enfin, la facture est très belle. Alors là, c'est le portail du jugement, c'est ça? De l'ascension? Ah, le jugement, c'est au milieu. C'est le portail de l'ascension. Alors, en détail. Et là, il y a des signes du zodiaque. Là se trouvent les signes du zodiaque. Avec encore, je crois, les 12 apôtres, non? En dessous. Il y en a 11.
c'est Judas qui n'est pas indiqué. Ouais. Alors là, c'est la rosace nord, sauf erreur. Ça, c'est la rosace ouest. Celle où il y a le plus de lumière. Enfin, la lumière est rouge foncé. Ça, c'est l'ouest. Alors c'est au nord, c'est des différents personnages. Ici, au centre avec la Vierge Marie, et David, et les grands rois Melchisédek là-bas. Ouais. Alors là, c'est la naissance, à la porte de l'ouest, oui. Bon, alors là, on arrive au labyrinthe. Et là, on a des choses à dire à propos du labyrinthe. Là, on rentre par là. Hein. L'ouest est là-haut. L'ouest est en haut et on rentre par là. Et on va essayer de voir ce qui peut être dit sur le labyrinthe. On va passer peut-être avec un autre papier. Fin de la première face. Tourne la page. Mais le plus important à dire, c'est qu'à Notre-Dame de Chartres, la porte est en dedans. Mettez des billes bien sur ces mots. Méditez bien.